Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, procès de la honte. Côte d'Ivoire par Charles Onana, RDC, France et pour finir, actualité aux USA. Commençons tout de suite avec la CPI, procès de la honte. Philippe Mangou, témoin à charge. L'homme qui est passé du grade de lieutenant-colonel au grade de général des corps armés en l'intervalle de 5 ans, Philippe Mangou, le général 4 étoiles, l'officier le plus gradé des armées africaines du moment, a décidé de témoigner contre son bienfaiteur, le bien nommé président Laurent Gbagbo. Ainsi, l'homme en partance pour sa forfaiture à La Haye a été surpris par Moizoulou et les panafricains à la gare du Nord de Paris. C'est le lieu de lui dire que dans le monde des armées, la trahison a désormais un nom, Philippe Mangou. Tout de suite, Côte d'Ivoire par Charles Onana. Deux conférences débats sont proposées ce soir et demain par l'association Alliance Afrique Antilles. L'ancien président Laurent Gbagbo est le premier ex-président poursuivi par la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas. Son procès pour crime contre l'humanité s'est ouvert au mois de janvier dernier. Il doit durer entre 3 et 4 ans. Bonjour Charles Onana. Oui, bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste d'investigation et vous êtes l'auteur d'un livre sur la Côte d'Ivoire, coup d'État. Alors la conférence de ce soir porte sur la situation actuelle de la politique et socio-économique, enfin même depuis fin 2010, depuis l'élection, j'imagine, présidentielle. Vous estimez qu'il y a des vérités à rétablir concernant l'ancien président? Oui, bien sûr, parce que je pense d'abord que l'histoire telle qu'elle avait été racontée, l'histoire officielle, globale, internationale, que tout le monde connaît, eh bien, elle est erronée. Elle est erronée pourquoi? Parce qu'on a essayé de faire croire que le président Laurent Gbagbo aurait perdu les élections et que du fait qu'il aurait perdu ces élections, il a refusé de quitter le pouvoir. La réalité n'est pas celle-là. Et imaginons même que ce fût cette réalité-là. Qu'est-ce qui pourrait justifier une intervention de l'armée française dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire? Eh bien, effectivement, c'est là que j'ai découvert, en rencontrant des officiers français qui étaient mêlés à cette histoire. Donc, j'ai fait intervenir le numéro 2 de la force Licorne à Abidjan, donc le général de Malocène, qui intervient pour la première fois dans ce livre, dont j'ai récupéré énormément de témoignages précis au plus haut niveau, y compris des documents attestant que le président Nicolas Sarkozy avait décidé de renverser le président Gbagbo. Et je crois d'ailleurs qu'il l'a reconnu lui-même quelques années plus tard. Alors vous critiquez surtout l'ingérence française, mais vous critiquez aussi le regard que les médias nationaux ont porté sur cette crise, donc sur les années, la façon dont ça s'est passé donc, en 2010, 2011 et depuis même la mandature de Alassane Ouattara, la façon dont il est soutenu par les États-Unis, par la France et par même plus largement l'Union européenne, là aussi ça vous pose problème. Oui, tout à fait, mais si vous voulez, c'est pas moi que ça pose problème. Vous savez, quand on est journaliste, la chose qui est la plus importante pour nous, c'est d'être fidèle à la réalité des faits. Et il se trouve que le porte-parole de la force Licorne, M. Georges Nérac, avait pointé un certain dysfonctionnement. Lui, il était sur place. La façon dont Radio France Internationale, par exemple, rapportait les faits, la façon dont certaines chaînes de télévision françaises rapportaient les faits, n'était pas conforme à la réalité. Et il a été le premier à mettre cela en avant. Et donc, quand je suis arrivé en tant que journaliste professionnel, mon objectif était de regarder comment mes confrères avaient traité cette information. Est-ce qu'ils sont venus de façon impartiale ou est-ce qu'ils avaient des préjugés sur la situation ivoirienne? Je me suis rendu compte que non seulement ce qu'ils avaient raconté était faux, mais qu'en plus, ils ont relayé quasiment le discours politique du gouvernement français. Et ça, c'était un peu gênant pour le travail et le sérieux des journalistes. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vous taxer de journaliste pro-Gbagbo? Mais vous savez, quand on n'a pas d'arguments, on cherche toujours les arguments faciles. Moi, j'ai apporté des éléments précis, des témoignages des officiers, des lettres, des échanges de correspondance entre le président Sarkozy et le président burkinabé qui était en alliance avec lui pour renverser le président Gbagbo. Eh bien, je n'ai jamais été traîné devant
devant les tribunaux, ni par le président Sarkozy, ni par le président burkinabé. Et je dirais encore autre chose, c'est que j'ai essayé de remettre en lumière les événements de Bouaké qui avaient fait, dans lesquels 9 soldats français avaient été quand même tués. Et à l'époque, j'avais fait comprendre que les raisons pour lesquelles ces 9 soldats avaient été tués ne sont pas celles qui ont été avancées. Et il se trouve que l'avocat des soldats français m'avait confirmé que le président Gbagbo n'avait rien à voir avec cette histoire. Aujourd'hui, le juge est en train d'examiner la possibilité de renvoyer devant la Haute Cour de justice les ministres en charge de ce dossier à l'époque, c'est-à-dire Michel Alliot-Marie et M. Dominique de Villepin. Donc, ce qui atteste très clairement qu'on est dans une situation où on a fait dire quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, mais plus grave, 9 soldats français ont été tués, on ne cherche pas à savoir qui les a tués et pourquoi. Et Laurent Gbagbo comparaît depuis 5 mois maintenant devant la Cour pénale internationale. Il y a des manifestations régulièrement devant la Cour. Oui, si vous vous souvenez tous, à l'époque, tout le monde disait qu'il y avait des preuves accablantes sur le rôle et la responsabilité du président Gbagbo dans la tragédie. Il se trouve que le procureur de la Cour pénale internationale a été incapable depuis plusieurs années maintenant d'apporter ces éléments. Plus intéressant, c'est que à un moment donné, elle a pu produire comme élément de preuve à charge contre le président Gbagbo les images de la télévision kenyane. Donc, les gens parlent anglais. Au Kenya, on parle anglais, alors qu'en Côte d'Ivoire, on parle français. Donc, si c'était des images de la Côte d'Ivoire, eh bien, on aurait entendu des gens ou de la police ivoirienne chargés en français sur des manifestants. Donc là, on est dans une situation que moi, je qualifie aujourd'hui de véritable spectacle judiciaire qui n'a rien à voir ni avec la justice, ni avec les éléments précis qu'on nous avait promis qu'on allait voir. Vous avez mené votre enquête pendant combien de temps? Sur quelle période? J'ai mené mon enquête un peu à chaud, c'est-à-dire entre le mois d'avril et le mois de novembre. Le livre est sorti en novembre, pendant près de 2015. Oui, 2015. Et effectivement, tout ce que j'avais rapporté, comme un ouvrage de près de 400 pages, il n'y a pas un seul élément qu'on a pu remettre en question dans tout ce travail. Ben merci, cher Lonana. Tout de suite, les titres de l'actualité en RDC. Au sommaire de ce journal, conclave de Bruxelles, l'opposition à Genval ne veut-elle pas une chose et son contraire? Les résolutions prises ne prennent pas en compte aucune exigence majeure pour un processus électoral apaisé, notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs, celui de la diaspora ainsi que la révision du fichier électoral. Où est passé le caractère nationaliste tant clamé par les opposants présents à ces assises? Le point dans ce journal. Et après la tenue du conclave de l'opposition à Bruxelles, la majorité présidentielle vient au travers d'une déclaration rejeter toutes les résolutions adoptées par ce conclave et qu'elle qualifie de tentative de coup d'État. Tout de suite, actualité en France. Nouveau scandale financier à Paris avec Anne Hidalgo aux commandes. C'est décidément un feu d'artifice permanent dans la capitale. D'après le magazine Marianne, la régie HLM Paris Habitat est au cœur d'une affaire de double facturation qui lui permettait de rénover des appartements privés en lieu et place de logements HLM. Enquête Natacha Königsberg. Des bons de commande pour des travaux de peinture dans 3 pièces d'un logement HLM qui n'en comporte en fait que 2, une cuisine facturée plus de 14 000 €, la rénovation d'un 2 pièces décomptée 48 000 € quand elle n'a réellement coûté que 9 200 €. Voilà ce qu'une étude rapide de certaines factures payées par la régie HLM Paris Habitat laisse apparaître. D'après Marianne, un système de double facturation mis en place par un cadre de l'office aurait permis de financer des travaux dans des logements de cadre de l'office. Les 30 000 € de surfacturation sur le logement HLM cité en exemple par Marianne ont ainsi permis de remettre à neuf l'appartement d'une collaboratrice du patron de Paris Habitat. En janvier dernier, déjà, la gestion calamiteuse de Paris Habitat avait été montrée du doigt dans une autre enquête. On y découvrait que le directeur général de l'office circulait en voiture de fonction avec un chauffeur, gagnait 14 000 € net et s'était fait voter un parachute doré en prévision de son départ de 500 000 €. Paris Habitat est aussi impliqué dans un autre scandale financier d'une toute autre ampleur. Cet office HLM, avec d'autres, a en effet avancé plus de 300 millions à la ville de Paris l'an dernier. Comment? Tout simplement en payant d'avance des loyers dus sur l'année 2016 pour des immeubles appartenant à la ville de Paris et gérés par les offices HLM. Cet artifice comptable a permis à Anne Hidalgo de boucler son budget. Sans cela, les comptes de Paris auraient été gravement dans le rouge pour 2015, ce qui est interdit par la loi. Le seul problème, c'est que ce genre de montage ne fonctionne qu'une fois. Autant dire que les finances de la capitale sont désormais surveillées de très près par la Cour des comptes.
Et pour finir, actualité aux USA. Juste parce que c'est intéressant, c'est toujours s'intéresser à l'histoire pour comprendre ce qui se passe dans le présent. Également, très probablement, ce monsieur Soros nous finance aussi certains courants migratoires, quelques organisations qui dépendent de ce monsieur. Donc nous avons une démocratie qui est quand même assez dignement représentée, je trouve. Et s'il passait, voilà une question. Et là, j'ai été chercher chez Roosevelt une réponse. En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Alors, une autre question, imaginons qu'effectivement il soit élu, mais parce que les pions échappent au système. Imaginons, qu'est-ce qui lui arriverait? Eh bien, je crois que le système a montré qu'il était prêt à tout. Je crois que M. Kennedy, d'ailleurs seul président des États-Unis de confession catholique, a été assassiné parce qu'il avait l'outrecuidance de vouloir récupérer le droit de battre monnaie pour l'État sans passer par la réserve fédérale. Quant au président Abraham Lincoln, il disait de la finance, là je cite Abraham Lincoln, qui donc a été assassiné pour les mêmes raisons que John Fitzgerald Kennedy, mais 100 ans plus tôt, le pouvoir des financiers tyrannise la nation en temps de paix et conspire contre elle en temps d'adversité. Voilà, donc voilà ce que je pense. Bon, c'est clair. Si j'ai bien compris, s'il gagne, il meurt. S'il est vraiment dangereux pour le système a les moyens. Alors, je ne veux pas être négative et être sans espoir. Au contraire, je suis pleine d'espérance, mais il faut faire le bon diagnostic et viser les bons ennemis. Pierre Gentillet, Caroline Parmentier, Charlotte Dornelas. Non, les médias et les élites l'ont incroyablement sous-estimé, effectivement. Nicolas Gardner. Non mais Nicolas Gardner, faut rajouter, fait partie des élites. Il était raillé. Nicolas Gardner, ça se discute. Raillé, il était moqué. Il va venir. Mais j'explique maintenant aux téléspectateurs que les autres sociétaires sont dans la salle et bien évidemment ils souhaitent devenir. Non, on n'a pas le temps, Nicolas, on y va. Merci. À tout à l'heure. Caroline, ne parlez pas des absents. Oui, exactement. Mais du haut de leur tour d'ivoire, ces élites et ces médias ont sous-estimé aussi, je pense, cette droite populaire américaine qui, depuis 8 ans, souffre sous la présidence Obama. Elle se sent oubliée, elle se sent abandonnée, elle se sent méprisée. Et je crois qu'effectivement, ces gens-là sont finalement très anti-système, sont très anti-régime. Mais Caroline, effectivement, vous avez raison, c'est anti-système, mais ne dites pas que c'est la droite. Non, mais j'ai jamais dit. La droite américaine, ça n'existe pas. On va dire en France non plus. Louis Alliot l'a très brillamment démontré. On va dire l'électorat populaire qui a aussi voté Reagan et Bush. On va schématiser si tu veux. Mais effectivement, le fait que Hillary Clinton ou Trump soit finalement le prochain président des États-Unis a beaucoup radicalisé les choses. Le lobby, l'Église, par exemple, la droite religieuse, on va dire, notamment les évangélistes, les protestants, se sont trouvés dans le cas maintenant de balancer pour Trump, alors qu'ils s'en méfiaient énormément à une époque. Mais quand ils ont en face Clinton, qui est une passionnariat à la fois de l'avortement, du gender, du mariage pour tous, etc., eh bien, forcément, ils penchent pour Trump. Et on sait que c'est un lobby très important, notamment financièrement. On sait que ça va, sur le terrain, le faire avancer. On sait que ça va lui apporter des dizaines de millions d'euros, ce qui n'est pas rien quand même dans une lutte aussi importante. Et n'oublions pas en plus que c'est grâce à eux, à une époque, que Bush et Reagan ont pu aussi obtenir la victoire. Oui. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.